Donc, dans le cadre de bloc numéro 2, on commence par accueillir Jean-Marc Freyet, qui est professeur à Polytechnique Montréal et membre du CIROD et du RRECQ. Donc, ses recherches portent sur la conception et l'exploitation de systèmes industriels complexes et de chaînes de valeur. Ses principaux outils de recherche sont la simulation et la recherche opérationnelle qu'il a appliquées dans des contextes de chaînes de valeur, symbiose industrielle, mobilité urbaine, opération de fabrication et collecte de produits en fin de vie. Donc, je vais céder la parole à Jean-Marc pour son présentation « Optimisation de la conception et du pilotage de systèmes logistiques de l'économie circulaire, projets et défis ». Merci beaucoup. 20 minutes. 20 minutes, pas de pression. Alors, je suis prof, donc je ne peux pas m'empêcher de ne pas faire mon prof. Donc, puisque je commence le deuxième bloc, je vais me permettre de cadrer un petit peu la discussion. Donc, intelligence numérique, qu'est-ce que ça veut dire déjà? Vous voyez que je maîtrise bien les notations scientifiques. Donc, l'intelligence numérique, la façon dont moi je le vois, ça concerne un ensemble d'activités nécessaires de la mesure du monde physique, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné quantifier ce qu'on sait du monde. Donc ça peut être un site web qui fait du tracking, ça peut être un capteur, je pense que mes collègues ont parlé pas mal de ça. Ensuite, il faut connecter ces capteurs, donc il faut délocaliser l'information, délocaliser la donnée. Et qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est encore entre guillemets. Pourquoi? Parce que c'est rendre la donnée utilisable. Tous les gens qui font un petit peu le traitement de données, un petit peu d'analyse de données, on se rend très vite compte que les données ne sont pas toujours super efficaces, super utilisables. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Ensuite, je dirais que c'est là que le système devient intelligent. C'est là quand on commence à exploiter en fait, ces données, quand on commence à faire quelque chose avec. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'intelligence à part, mais ça veut dire que le système devient intelligent quand on commence à exploiter les données. Monitoring, investigation, diagnostic, prédiction, évaluation, planification, tout ça, c'est le genre de choses qui vont rendre des données ou qui vont donner de l'intelligence à des données. Ensuite, on peut connecter les systèmes entre eux, créer des systèmes de systèmes. Alors, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut faire. Il y a aussi, bien évidemment, protéger les données, parce que les données, on commence avec ça, donc il faut les protéger jusqu'à la fin. Et le but, c'est de boucler la boucle. On est intelligent avec ces données, on fait quelque chose, maintenant on va essayer d'agir sur le monde physique. Donc créer des outils qui vont permettre cette fois de délocaliser l'intelligence. On veut amener l'intelligence au niveau de l'action, au niveau du monde physique. Moi, je vais vous parler un petit peu de ça aujourd'hui. Économie circulaire. Daniel, celle-là, elle est pour toi. Je pense que vous connaissez tout ça, donc je ne vais pas nécessairement m'approfondir sur ça. Donc c'est un ensemble de stratégies, de pratiques, de politiques qui permet de transformer un modèle de consommation linéaire en un modèle un peu moins linéaire. D'accord? Donc vous avez des différentes stratégies de la réduction de la consommation à la source, de l'économie collaborative, de la réutilisation des ressources. Et moi, ce dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un petit peu ce genre de choses. Donc un petit peu comme un repas français, là j'ai mis la table. Là, je vous présente le menu. Ce que je vais vous présenter, en fait, ce n'est pas un projet comme mes collègues, c'est 6. Et je vais être très rapide pour chacun d'eux, parce qu'on m'a donné 20 minutes. Donc, je vais parler dans un premier temps de la conception des systèmes de collecte, d'échange, symbiose industrielle, collecte de résidus organiques. On vous en a parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, vous allez voir que je vais présenter des choses qui sont très similaires à ce que mon collègue a présenté ici. Je vais parler d'un autre projet en réduction de la consommation à la source, dans la consommation énergétique, dans le résidentiel notamment. Et puis finalement, je vais parler un petit peu d'économie collaborative à travers une étude que j'ai faite avec un étudiant dans un Fab Lab en fait. Donc, première partie du menu, première bouchée. Donc en fait, pour concevoir des systèmes de collecte, de consommation de produits en fin de vie, de résidus municipaux, il y a un ensemble de défis à relever. Et il y en a d'autres. Ça, c'est ce que moi, je perçois quand on a réalisé notre travail. Premièrement, je reviens encore à mon collègue ici, les ressources sont dispersées. Donc, il y a une dimension géographique. Il y a des produits en fin de vie qui ont été achetés un petit peu partout, qui sont consommés, puis qui se retrouvent maintenant complètement dispersés.
Autre point, ces produits, ces ressources-là, elles ne sont pas contrôlées de façon centralisée. Les gens font ce qu'ils veulent avec. Ils contribuent, ils participent au système de collecte ou pas. Un autre aspect aussi, c'est que s'il y a des processus de tri à la source, ben finalement, il y a peut-être de la contamination dans les sources qui sont retournées. Donc, l'état des produits dans lequel, où les produits qui nous reviennent, en fait, sont très variés. Okay? Donc, ça, c'est un autre des défis. Un autre aspect, donc ça, c'est un aspect plutôt matériel, c'est l'accès et l'utilisation aux données sont vraiment très complexes dans ce genre de projet. Soit parce qu'il n'y en a pas, soit parce que des fois, les données sont vraiment complexes. Et je vais vous montrer un exemple. Donc, je vais rendre à César ce qui appartient à César. Ça, ce sont deux étudiants, donc Alexandre Labelle et Laurie Fontaine. Donc, Alexandre a fait son doc avec moi, et Laurie a fait son doc avec moi, et Robert Legros en génie chimique, ici à Polytechnique. Et donc, en fait, on s'intéresse à travers leurs deux projets qui sont très similaires. Plus particulièrement ici, c'est comment prévoir les volumes et la contamination des produits en fin de vie et des résidus municipaux. Donc ça, c'est quelque chose qui nous intéresse. Donc ça, c'est l'aspect prédictif, l'exploitation de données pour essayer de prévoir ce qui va nous retourner. Ça, c'est fondamental, parce que si on veut concevoir un système logistique, il faut absolument savoir de quoi on parle. Les déchets sont ramenés où? Il va me falloir combien de camions? Il va falloir combien de capacités de traitement? Ça, c'est quelque chose qui est important dans ce problème-là. Ensuite, comment planifier efficacement la capacité et les opérations de collecte? J'en reviens encore à mon collègue ici. On a généré des résidus, on sait combien à peu près, et on sait où. Ben maintenant, il va falloir optimiser leur collecte. Il va falloir faire en sorte qu'on ne va pas se mettre à générer plus de GES parce qu'on va collecter ces résidus. Et ça, c'est un autre point intéressant qu'on a réalisé, qu'on a travaillé avec Alex, c'est où positionner les points de collecte volontaire. Donc, dans le cadre du projet d'Alexandre, on a travaillé avec la MRC de Val-Saint-François, pas très loin de Sherbrooke, où l'objectif était de récupérer des bouteilles de vin. Je suis français, j'aime ça. Donc, l'idée, c'était de voir, est-ce qu'on est capable de bien positionner les points de collecte pour être capable de maximiser la participation citoyenne à cette collecte volontaire. Donc là, on est dans l'incertitude, dans de la dynamique, on est dans des problèmes multi-acteurs dans lesquels il y a plein de personnes qui prennent plein de décisions à plein d'étapes, si vous voulez, du processus. Donc ce que Alexandre a fait, lui, il a fait plein de choses, ça c'est juste une petite partie de son travail. Il a créé un agent ou un modèle qui permet d'essayer de reproduire le comportement des citoyens lorsqu'ils boivent. Ils boivent, qu'est-ce que je fais ensuite? Ma petite bouteille, je la mets dans le bac noir, je la mets dans le bac bleu, ou je la mets dans le dépôt qui est à côté là. Okay? Donc on a essayé de reproduire ce comportement et on l'a adapté finalement à ce problème-là, donc le problème de la MRC de Val-Saint-François. Et ça, c'est pas le premier, ça, c'est le dernier modèle qu'on a fait. On y est allé par étapes. On a progressivement rajouté en complexité au niveau du modèle pour finalement arriver à un modèle qui nous permet d'atteindre nos cibles. Ça, c'est l'écart par rapport à la cible. Okay? Donc, vous voyez, les points verts ici sont les points de collecte. Puis finalement, on a développé plusieurs générations de modèles qui permettent de bien arriver à ce qu'on veut, en fait. Donc, ce problème-là nous permet, avec pas mal d'efficacité, en fait, de définir ou de prévoir quelle va être l'efficacité de mettre un point de collecte à un endroit donné. Donc ça, c'est intéressant si on veut positionner ces points de collecte. C'est intéressant si on est, par exemple, un SAQ qui doit concevoir un système de collecte de ces bouteilles de vin, par exemple. Le projet de Laurie, lui, c'est plus particulièrement intéressé aux résidus municipaux. Donc là, on a travaillé avec la ville de Gatineau, avec les données de la ville de Gatineau notamment. Et là, c'est l'exemple d'exploitation, de standardisation, normalisation, exploitabilité des données le plus complexe que j'ai jamais vu, en fait. Pourquoi? Parce que ce qu'on avait, c'est des traces GPS de camions.
Donc le camion qui se déplace et qui va ramasser les bacs noirs des gens. Donc il a fallu, à chaque point, donc à chaque 10 secondes, on avait la localisation GPS et la vitesse du camion. Et de cette information-là, il a fallu déduire que le camion s'est arrêté à telle adresse et que telle adresse a généré tel volume de résidus. Je ne veux pas rentrer dans le détail, donc on s'est fait un petit modèle, on a essayé de déterminer comment on pourrait transformer ces données-là. Il a fallu calibrer les modèles, il a fallu faire toutes sortes de gymnastique pour manipuler les données, pour faire en sorte qu'elles soient éventuellement exploitables. Donc un travail de calibration énorme, comme avec le problème d'Alex, un problème de calibration énorme, pour finalement avoir des prévisions par type d'habitation. Donc on parle de maisons unirésidentielles, multirésidentielles, différents types de maisons, si vous voulez, et on est capable d'avoir, encore une fois, des prédictions qui sont super intéressantes. Ça, c'est juste sa contribution numéro 1. La contribution numéro 2, elle prévoit aussi, avec une belle précision, le taux de contamination des résidus qui reviennent. Donc là, non seulement on a les volumes totaux, mais on a les volumes à chaque point dans la ville de Gatineau, en fait. Et donc là, ça devient super intéressant pour planifier la fréquence des camions, les volumes des camions. Est-ce qu'il faut passer tous les 2 jours? Est-ce qu'il faut passer tous les 3 jours? Une fois par semaine, ça suffit, etc. Donc ça, c'est de la conception pour simplement récupérer les produits. Donc on est en bout de la ligne, là, puis on commence à peine à revenir. On vient les collecter. J'ai fait d'autres projets où là, on se retrouve plutôt dans un contexte industriel. C'est-à-dire qu'on est dans un parc industriel, on a plusieurs acteurs, chaque acteur est indépendant, il fait ce qu'il veut, ils font ce qu'ils veulent. Et l'idée, c'est d'essayer de... les défis ici de ces projets-là sont associés au fait que, premièrement, dans un parc industriel, il y a énormément de ressources qui sont très différentes les unes des autres, que ce soit matière, que ce soit énergie, qui sont plus ou moins compatibles, et surtout, elles sont ce qu'elles sont. Quand on va regarder dans un parc industriel, les industries en place sont les industries en place. Si on veut essayer de créer de la circularité à l'intérieur de ce parc industriel, on a les degrés de liberté que ce qui est réalisable nous le permettent. Donc, encore une fois, on a un problème dynamique parce que les entreprises consomment à différentes fréquences, si vous voulez. Il y a plusieurs types de ressources. Encore une fois, on est sur un territoire, c'est géographique. Et aussi, les entreprises n'ont pas forcément intérêt de participer. Il va falloir trouver un moyen pour compenser les entreprises par rapport à ce qu'elles doivent faire pour être capables de partager ces ressources, si on veut créer de la circularité, si on veut réutiliser ces ressources. Donc, il y a une notion de partage de coûts qui est inhérent à ce type de problème. On a aussi des contextes de mutualisation où là, pour être capable de créer ces échanges, il faut investir dans des infrastructures qui sont partagées entre les différents acteurs. Donc là, on a une dimension symbiotique, on a une dimension stratégique, parce que là, on parle d'investissement, on parle de symbiose industrielle à ce niveau-là. Donc, le projet de Martin, j'ai fait ça avec le CTTEI, donc, qui sont les principaux acteurs en écologie industrielle au Québec. Et donc, on s'est intéressé, plus particulièrement dans le cas de Martin, à essayer de modéliser principalement les aspects matière. Comment on peut faire recycler ou créer des synergies entre acteurs côté matière. Avec Léo, c'est exactement la même problématique, sauf que ce qu'on a regardé, c'est principalement l'énergie. Comment on peut partager, créer des liens énergie. Et donc ça, c'est le domaine de... je reviens sur l'extra un petit peu après, vous allez voir. Le domaine de l'optimisation. Donc ça, c'est un projet qu'on a fait il y a 10 ans déjà. Donc c'est vieux. C'est vieux et je suis content parce que c'était le premier, mais là, je suis moins content et puis je vais revenir dessus. Donc,
qu'est-ce qu'on fait dans un projet de cette nature-là? Ben, on essaie de comprendre de quoi on parle. On essaie de modéliser les types d'acteurs qu'on a, les types de relations. Il y a des gens qui vendent des résidus, il y en a qui vont en acheter, et puis il faut les maintenir en stock, il faut les traiter parfois, les transformer. Et on fait des modèles d'optimisation, donc ça c'est juste la première fonction objective. Il y a 3 pages de contraintes qui viennent avec ça. Et donc, ce qu'on a fait avec lui, on n'a pas fait ça avec un partenaire. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement fait une étude de cas en utilisant, donc c'était il y a 10 ans, tout le monde parlait de Kallenborg, donc on a fait pareil, on a utilisé Kallenborg. Puis ce qu'on a fait dans le cas de Martin, en fait, on a utilisé une approche qui s'appelle une approche d'optimisation lexicographique. C'est-à-dire qu'on a un premier objectif qui nous dit c'est quoi les meilleures synergies à mettre en œuvre d'un point de vue purement économique. On veut minimiser les coûts et à partir du moment où on connaît le coût le coût minimum, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on va introduire un deuxième objectif qui est la minimisation de l'utilisation d'une ressource naturelle. Et dans le cas de Kallenborg, c'est l'utilisation de l'eau du lac à la place de l'eau souterraine. Donc l'eau du lac en qualité moindre que l'eau souterraine. Donc l'idée, maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement rajouté une contrainte qui dit si je veux aucune déviation par rapport à l'optimal économique, si je veux 5% de déviation par rapport à l'optimal économique, si j'accepte 20% de déviation par rapport au minimum économique, ben ça c'est le nombre de synergies qui sont créées, et ça c'est le volume d'eau du lac, de volume d'eau souterraine qui est économisé. Donc ça, c'est une approche relativement simple qui nous permet de faire un compromis entre l'objectif purement économique et un objectif environnemental qui est l'utilisation de l'eau souterraine qui est de meilleure qualité. Dans le cas de Léo, on travaille avec le parc industriel de Bécancour et donc là, c'est un projet qui est réalisé avec Simon Barnabé de l'UQTR et avec Normand Mousseau de l'UDM. Et l'idée ici, en fait, est la même que celle de Martin. Sauf que ce qu'on va regarder, c'est qu'on va regarder les joueurs du parc industriel de Bécancour et leur utilisation d'énergie. Donc, on parle d'hydrogène, d'électricité, etc. Donc, il y a différents types d'énergie qui sont utilisables. Donc, il a fallu, dans un premier temps, bien comprendre quels étaient les acteurs, qu'est-ce qu'ils consomment en termes d'énergie. Il a fallu modéliser quelles sont les options technologiques qu'on a en termes d'énergie, parce qu'on peut convertir des énergies. Et donc l'idée, c'est de filer toute cette information-là dans un modèle d'optimisation. Lui n'a pas développé son modèle. Ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé chercher un modèle qui existe déjà, qui s'appelle Animode. Et ce modèle Animode, lui, est pensé pour faire de la prospective, en fait. C'est un modèle d'optimisation qui fait exactement ça, mais sur 50 ans. Donc ce que Léo a fait, c'est qu'il a tout simplement adapté le modèle pour le rendre utilisable dans un horizon de décision beaucoup plus petit. Et l'extra, parce que Léo, en plus d'être un étudiant brillant, c'est aussi un entrepreneur, lui, ce qu'il veut faire, c'est prendre son modèle et l'utiliser dans un contexte de création de marché. Il veut créer un genre de marché financier associé aux échanges d'énergie. Parce que les échanges d'énergie sont très dynamiques, en fait. Et donc, l'idée, c'est qu'il peut y avoir des résidus qui sont créés à un moment donné et qui ne sont pas forcément utilisés par le même partenaire. Donc, l'idée, c'est qu'on va créer un environnement dans lequel l'énergie peut être échangée exactement comme un marché financier, s'il vous plaît. Donc, il met des notions de marché financier ici. Ça, c'est pas son projet de maîtrise, c'est son projet d'entreprise et c'est super intéressant. Donc, je voulais juste en parler. Un autre projet. Donc, le projet ici, c'est... Donc, on est passé de l'urbain à l'industriel. Maintenant, on va directement dans l'agricole. L'idée, c'est de créer un réseau qui permet de retourner
des résidus agricoles vers une utilisation industrielle. Donc, les défis ici sont très similaires à ce que j'ai déjà raconté. Les ressources sont agricoles, on parle de fermes, il y en a partout au Québec. Les fermiers, pour eux, récupérer ces résidus, c'est plus d'opérations, ce sont des coûts, donc il faut d'une manière ou d'une autre, encore une fois, partager les coûts, inciter les fermiers à participer au programme. Et dans le cas de ce qui nous intéresse, là, on parle des résidus de maïs. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà vu un champ de maïs, mais une fois qu'on l'a récolté, ben, il y a des pieds de maïs qui sont grands comme ça. Okay. L'idée, c'est de les récupérer et d'en extraire des C5, donc des sucres en C5, qu'on peut envoyer à une bioraffinerie qui va faire du bioéthanol. Sauf que quand on fait ça, on génère, encore une fois, d'autres résidus. Donc l'idée, ben, est-ce qu'on peut générer d'autres revenus associés à ça? C'est un petit peu ça l'idée. 5 minutes. Waouh! Ah, c'est catastrophique, là. Bon. Alors, on va skipper. Donc, même chose, dimension géographique. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que on a plein de types d'acteurs différents. Chacun doit prendre des décisions. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on peut optimiser de façon centralisée. Donc, on se retrouve à avoir 4 différents types de modèles d'optimisation. Donc, il existe des méthodes qui permettent de mettre tout ça dans un seul et même modèle d'optimisation, sauf que, un, le modèle devient non linéaire, donc difficile à résoudre, et de deux, on parle d'une base de données initiale de données qui est de la taille du Québec. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas réalisable, on ne peut pas trouver d'optimum. Donc, ce que Oussem a fait, ben, il a fait une petite méthode qui permet de prendre des décisions en faisant de l'agrégation, en essayant différents types de réduction de taille de problèmes pour trouver des solutions qui sont intéressantes. Ensuite, celui-là, je vais le skipper parce que j'en ai déjà parlé. Ça, c'est très différent. Donc, je vais en parler. Donc, Mahamadou, ce que lui fait, en fait, il s'intéresse à la réduction de la source. Donc, il s'intéresse au nudge. Donc, en fait, lui, ce qu'il cherche à faire, puis je vais skipper aussi, c'est qu'il cherche à voir si on peut influencer des résidents dans un appartement par rapport à leur consommation d'énergie. Donc, ce que lui a fait, c'est qu'il a créé un modèle de simulation donc, qui représente ce que vous et moi faisons quand on a chaud, quand on a froid, et comment on réagit quand on a froid, par exemple. Mais il a fallu essayer de voir c'est quoi notre logique. On l'a programmé sous la forme d'un modèle à état fini avec des transitions. Donc ça en est juste une, il y en a plein d'autres. Et l'idée, c'est de voir comment ce comportement-là impacte la consommation énergétique. Donc là, on tombe dans un modèle de simulation hybride. Ça veut dire qu'on a de la simulation à base d'agents ici, qui représente ce bout-là, donc qui est le comportement de l'occupant, et on a aussi l'appartement. Donc là, c'est un projet que je fais avec Massimo Cimino, donc qui est un prof à Polytechnique en génie civil, génie mécanique, expert en thermique du bâtiment. Donc là, on modélise les échanges thermiques à l'intérieur d'un bâtiment. Donc on a un occupant, on modélise son comportement, on le met dans un appartement virtuel, et puis on peut jouer sur la température, on peut jouer sur son profil, on peut jouer sur plein de choses. Et donc l'idée, c'est de voir quels sont les profils de l'occupant qui peuvent éventuellement mener à des économies substantielles d'énergie. Puis le dernier que je vais vous présenter ici, c'est aussi un projet que j'ai fait il y a à peu près 7-8 ans. Et l'idée, en fait, au départ, c'était on voulait essayer de comprendre la dynamique d'un Fab Lab. Donc, vous savez tout ce que c'est qu'un Fab Lab. Un Fab Lab, c'est un atelier, un ensemble de machines. Puis les gens rentrent et sortent quand ils veulent, ils utilisent les machines. Donc, il y a des contraintes associées à ça, là. Mais les gens, ils vont parce qu'ils rencontrent d'autres personnes, ils sont capables d'apprendre à utiliser les machines, ils sont capables d'échanger leur expertise. Et l'idée, c'était ici, tout simplement, de créer un modèle de simulation qui permet de voir
si on peut dynamiser les activités au sein d'un Fab Lab. Donc, encore une fois, c'est le domaine de la simulation. La technologie est relativement la même. Donc ici, on va avoir des agents qui vont passer à travers la même boucle. Ils vont tout le temps faire ça à chaque pas. Et à chaque pas, ils vont décider si oui ou non, ils vont travailler ou ils sont intéressés à travailler avec quelqu'un d'autre. Donc il y a des groupes, il y a des coalitions qui se forment à l'intérieur de ces agents-là. Et à partir de là, ben encore une fois, puisqu'on est en contrôle de l'ensemble de l'environnement, ben on peut dire, ben finalement, qu'est-ce qui se passe si tous ces agents ici en bleu sont des experts? Ils maîtrisent déjà toutes les machines. Ben on se retrouve à voir la courbe verte en haut là. Ça veut dire que le niveau d'activité du Fab Lab, ben, il sature à un moment donné. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui se passe parce que les gens ont très vite appris tout ce qu'ils avaient à apprendre et puis ils deviennent passifs, ils ne participent plus. Puis au contraire, si on part avec des agents qui ont tout à apprendre, ben, on se retrouve plutôt avec des courbes jaunes où là, il y a beaucoup plus d'échanges de connaissances, beaucoup plus d'échanges d'expériences qui se passent entre les agents et qui, à un moment donné, ben, fait en sorte que le Fab Lab atteint son niveau de 100% de population passive beaucoup plus tard. Donc l'idée, c'est est-ce qu'on peut artificiellement créer des programmes qui vont motiver les gens à chercher d'autres connaissances. Alors ici, la variable qui nous permet de faire ça, en fait, elle est où? Je ne sais pas si je l'ai mis. Voilà. Expectation of member N for the level of skills M with value between 1 and 0. Ça veut dire que les gens, on essaie, ou les agents ici, on essaie de leur dire « Hey, est-ce que tu as déjà utilisé une imprimante 3D? Ça t'intéresserait d'utiliser une imprimante 3D ?» Et là, par des programmes de motivation, ben, on peut tout simplement jouer sur ce X, faire en sorte que la personne devient beaucoup plus motivée à essayer d'apprendre une nouvelle technique. Donc ça nous permet tout simplement de... puis on l'a testé in situ, donc c'est un projet purement théorique ici, qui nous permet vraiment de contrôler le niveau d'activité du Fab Lab. Puis là, on est dans un environnement complètement ferme. Il n'y a pas de nouveaux membres, en fait. Donc ça, c'était un projet purement théorique, mais il s'avère que la semaine passée, j'ai parlé à Espace Maker, qui est un Fab Lab communautaire, et j'espère que je vais les intéresser. Donc, conclusion. Ça va, monsieur? Est-ce que je vais me faire engueuler? Je vais me faire engueuler. Prenez une photo, puis on en parle au cocktail. OK. Donc, ben, vous avez compris ce que moi je fais, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser l'intelligence numérique pour mieux comprendre les défis de la transition, pour mieux essayer de mesurer l'impact en temps réel. Puis là, j'en reviens à cette notion de jumeau numérique. Là, si on pouvait être plugué à l'environnement, plugué dans la société pour essayer de voir, on teste quelque chose, qu'est-ce qui se passe, ben là, cette notion de mesure est vraiment super intéressante. Ce que je fais, moi, c'est que je teste virtuellement des choses. J'ai des scénarios, j'ai des concepts de système, des modes de fonctionnement, des politiques, ben, je les teste virtuellement. On peut aussi, avec l'intelligence numérique, trouver les meilleures options de conception. Je pense que tous les projets d'optimisation que j'ai montrés servent à faire ça. Et bien évidemment, ben, c'est mettre en œuvre des systèmes avancés de contrôle, de coordination pour essayer de faire mieux ce qu'on fait déjà. Voilà.